Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne la séance de questions cribles thématiques. Elle est consacrée aujourd'hui aux problèmes énergétiques en France. C'est Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce et de l'artisanat, qui vient répondre aux questions des sénateurs. Parmi les thèmes abordés cet après-midi en séance, il y aura bien sûr l'avenir de la filière nucléaire française. C'est Alain Fouché, sénateur UMP de la Vienne, qui va interpeller Frédéric Lefebvre sur ce thème. Une question qui intervient alors que l'on a appris aujourd'hui que les élus strasbourgeois se prononçaient en faveur d'une fermeture de Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire de France. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance à tous. Si des améliorations seraient nécessaires en France, à la lumière des enseignements tirés de l'accident de Fukushima. Nous appuyons cette initiative et nous resterons vigilants sur la transparence et l'information due au public. Ceci étant dit, la mission telle que définie par le gouvernement ne nous satisfait pas sur 3 points. Premier point, son objectif. Nous demandons que l'audit porte sur toutes les installations nucléaires, y compris, et pas seulement prioritairement sur les autres, y compris les installations militaires. Deuxième point. Les exigences requises en matière de sûreté ne sauraient se limiter aux 5 points énumérés. D'autres aspects doivent être envisagés, comme le vieillissement des matériels et des installations, et je suis particulièrement sensible à cette question au regard des inquiétudes légitimes que suscite la doyenne des centrales, non loin de chez moi, la centrale de Fessenheim. Mais surtout, au-delà des garanties techniques, nous sommes attachés à l'aspect social et managérial de la sûreté nucléaire. Je veux parler de l'organisation du travail, du recours à la sous-traitance et des garanties sociales. Les collectifs de travail et les habitudes de coopération, la transmission des savoirs sont les fondements de la culture de la sûreté dans une entreprise. Troisième point, l'étude doit être conduite dans des conditions garantissant la transparence et la publication des résultats avec une expertise contradictoire. Elle doit être menée sur le terrain, en association étroite avec les représentants des salariés et notamment les CHSCT. Monsieur le ministre, nos concitoyens ont le droit de savoir, l'État a le devoir de les informer. Au regard de ces éléments, êtes-vous prêt à donner une traduction concrète à nos propositions afin que l'étude sur la sûreté concerne l'ensemble des installations nucléaires, que l'aspect social ne soit pas éludé et qu'elle associe de manière large les représentants de la société civile et ceux des travailleurs du secteur concerné? Merci. Monsieur Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales, de la consommation. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord vous me permettrez, Madame Didier, d'excuser le ministre Besson, car comme vous le savez, il est actuellement aux États-Unis pour préparer le G8 sur le numérique et de surcroît, il aura l'occasion au cours de ce déplacement de faire le point sur un certain nombre de sujets liés aux questions énergétiques. Donc sur la question que vous posez, d'abord vous avez raison, il y a une exigence absolue de transparence et de sécurité en matière nucléaire. J'ai bien noté que vous vous félicitiez que le gouvernement ait annoncé par la voix du Premier ministre, 4 jours après l'accident de Fukushima, le 15 mars, l'annonce d'une revue critique de sûreté des centrales confiées à l'autorité de sûreté nucléaire. Sur les risques principaux, l'inondation, le séisme, la perte des alimentations électriques, la perte du refroidissement, la gestion opérationnelle aussi des situations accidentelles. Vous posez la question de la transparence en réalité quand vous posez la question des personnels et de la société civile. Sur cette question de la transparence, le cahier des charges sera rendu public, de même que les résultats seront bien évidemment rendus publics de cet audit sur l'ensemble des installations nucléaires, avec priorité aux centrales, comme ça a été d'ores et déjà dit par le Premier ministre. Pour la question précise que vous posez sur les installations militaires, il va de soi qu'évidemment la sûreté nucléaire
est un sujet là aussi essentiel pour le ministre de la Défense et qu'il veillera à ce que l'ensemble des installations soient vérifiées dans leur sécurité. Merci. La parole est à Monsieur Jean Boyer. Ah pardon, j'ai la réplique à proposer à Madame Evelyne Didier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bon, vous n'avez fait que, dans vos propos, que confirmer les termes de la lettre qui a été la lettre de mission de l'ASN. Donc je réitère mes questions. Vous avez confirmé la transparence, mais au fond, nous attendrons, nous verrons. Moi, je vous confirme la question que je vous ai posée, à savoir la question de la transmission, la question de l'aspect social, la question de l'intégration, qui font qu'il y a un environnement qui favorise ou non la sûreté dans une entreprise, et particulièrement dans le nucléaire. Donc je considère que je n'ai pas eu tout à fait de réponse, mais j'imagine que vous aurez l'occasion d'y revenir, Monsieur le ministre. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean Boyer pour le groupe de l'Union centriste. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, permettez que je revienne sur la gestion gouvernementale de la filière photovoltaïque. Elle est dramatique, car ce sont des milliers de projets privés ou publics qui ont été sacrifiés parce que le gouvernement n'a pas eu l'objectivité de prévoir des quotas et des tarifs de rachat pour une durée déterminée. Il a changé les règles avec une rétroactivité, Monsieur le ministre, inacceptable, car les projets étaient basés sur des conditions précises. Il n'y a, sans esprit polémique, il n'y a pas eu de respect des engagements. Il fallait clarifier les dimensions et les objectifs. Je veux particulièrement parler des petits porteurs qui représentent une réalité incontournable de la France rurale qui veut travailler, produire, avancer. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, il est trop tard et les dommages causés à de très nombreux porteurs de cette filière sont graves. Il fallait certes, et j'en suis conscient, réguler, mais pas casser une filière en changeant les règles en cours de route. J'ai dans mon département, Monsieur le ministre, plusieurs dizaines d'agriculteurs qui, à l'inverse des investisseurs spéculatifs nationaux, ont établi des projets d'installation photovoltaïque sur des bâtiments agricoles. Avec les difficultés du monde agricole, ces projets leur permettaient un complément de revenus nécessaire au maintien de leur activité. Plusieurs d'entre eux avaient déposé leurs projets dans les délais. Malgré les baisses successives des tarifs de rachat, ils avaient continué les démarches lourdes et coûteuses, plus de 10 000 € environ. La plupart de ces agriculteurs ont engagé toutes leurs économies. Aujourd'hui, après l'arrêté du 12 mars 2011, ils n'ont plus de nouvelles. Leurs dossiers, bien que complets, sont toujours dans une attente insoutenable, Monsieur le ministre. Ils savent qu'il fallait réguler, mais pas casser la filière de ceux qui ont engagé des projets réfléchis et raisonnables. J'en termine, Monsieur le ministre, pour vous demander que comptez-vous faire pour ces agriculteurs et aussi d'autres en plein désarroi pour qu'ils aient un peu d'espoir. Quelle priorité donnez-vous au traitement de ces dossiers et à ces porteurs qui sont devenus, Monsieur le ministre, je me permets d'insister, parce que nous sommes assaillis, qui sont devenus des victimes innocentes. Merci. Monsieur le ministre Frédéric Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison de souligner que le gouvernement a changé les règles en cours de jeu. Vous avez raison. Mais il l'a fait pourquoi ? Il l'a fait parce que les objectifs qui avaient été fixés par le Grenelle ont été très largement dépassés. Et que ces objectifs qui avaient été fixés par le Grenelle, très largement dépassés, vous le savez, ils pesaient sur qui ? Sur le consommateur. Alors, à l'issue d'une concertation qui a été engagée depuis cette suspension, et vous avez raison de vous soucier, évidemment, de tous ceux qui se sont engagés et qui attendent aujourd'hui de savoir quelle va être la règle. À la suite de cette suspension, il y a un nouveau dispositif de soutien qui a été présenté en mars dernier. Ce nouveau
dispositif de soutien qui prévoit une cible de nouveaux projets de 500 MW par an pour les prochaines années, avec, compte tenu des projets entrés et en file d'attente avant la suspension des perspectives de développement pour 2011 et 2012, qui restent soutenus, sont évalués entre 1000 et 1500 MW par an, soit davantage que la quantité installée en 2009 et en 2010. La cible annuelle de 500 MW sera réexaminée au milieu de l'année 2012. Elle pourra être revue à la hausse jusqu'à 800 MW. Et sur ces bases, les objectifs du Grenelle de l'environnement seront donc largement dépassés par rapport à la cible initiale. Pour les projets d'une puissance supérieure à 100 kW crête, qui sont ceux que vous mentionnez, un dispositif d'appel d'offres est en cours de préparation. Le cahier des charges va être travaillé avec la filière dans les prochaines semaines. Et évidemment, vous avez raison, il sera indispensable de communiquer à l'endroit de tous ceux qui attendent les conditions d'exercice de nouveaux appels d'offres, les conditions qui seront arrêtées après négociation avec la filière. Pour la réplique, Monsieur Boyer. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je vous remercie. Je dirais simplement que dans la vie, quand on a eu un accident, j'en ai eu un il y a quelques semaines, on doit tirer des enseignements, de ne pas faire le même parcours. Alors, Monsieur le Ministre, je ne prétends pas avoir de leçons à donner à personne, mais tirons ensemble des enseignements pour l'avenir. En effet, le prix de rachat que vous avez fixé à l'injonction du biogaz issu de la méthanisation semble inférieur au coût de revient de la production d'électricité par biogaz aujourd'hui. Il devrait donc être relevé. Il me semble indispensable que le gouvernement ne cherche pas à faire de la communication sur la réussite d'un dispositif, mais prenne en compte, Monsieur le Ministre, l'essentiel, à savoir la garantie et la pérennité des projets. Monsieur le Ministre, à l'approche de la parution des décrets précisant les modalités d'injonction et les tarifs de rachat, je vous remercie très sincèrement, avec beaucoup de modestie, par avance, de tirer les conclusions de la déception du photovoltaïque. Tout le monde préférera des tarifs raisonnables de rachat de biogaz, pourvu qu'ils soient au-dessus du coût de revient et surtout que leur stabilité soit garantie. Merci, Monsieur le Ministre, de m'avoir écouté. Merci. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la catastrophe nucléaire japonaise a provoqué une vive inquiétude chez nos concitoyens, qui ne sont d'ailleurs pas rassurés en apprenant l'allongement de la durée de vie des centrales nucléaires et que la maintenance soit confiée à des sous-traitants. Et du coup, les énergies renouvelables ont été remises au goût du jour. Un consensus existe dans de nombreux États pour préparer l'avenir énergétique. Cela est bon, mais parfois ce développement de ces énergies se fait au détriment de la logique et du bon sens. On veut imposer un mode, pour ne pas dire une mode, en matière de production énergétique écologique. S'agissant de l'éthanol et de la biomasse, je m'inquiète des répercussions que cela pourrait avoir sur la production alimentaire. Certes, le Brésil est un pays qui a de vastes espaces où la production est satisfaisante, il n'en va pas de même dans nos pays européens. Concernant la plupart des énergies renouvelables, elles ne peuvent être stockées et par là même ne peuvent être produites que dans des moments où elles ne sont pas le plus utiles. Concernant l'éolien, intellectuellement intéressant, cette production d'énergie à partir de la force du vent est loin d'être satisfaisante dans beaucoup de circonstances. Quand il fait très chaud ou très froid, il y a de haute pression, il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Quand on a des vents violents, ça ne fonctionne pas non plus parce qu'il faut arrêter les éoliennes. Elles sont certainement très judicieuses dans les régions en bordure de mer parce qu'il y a là incontestablement des vents réguliers. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions françaises. Alors, de plus, il en va exactement de même pour le photovoltaïque. Parce que là encore, ça fonctionne toute l'année, mais beaucoup plus en été, alors que les besoins sont surtout au cœur de l'hiver. Le bilan est donc plus que mitigé. Ne faudrait-il d'ailleurs pas interdire les équipements au sol, alors que de vastes surfaces de toiture
notamment les bâtiments agricoles, les bâtiments industriels ou encore tous les parkings très vastes qu'il y a autour des grandes surfaces et des entrepôts qui pourraient être couverts et destinés à recevoir des équipements appropriés. L'énergie hydraulique est incontestablement celle qui présente le plus d'intérêt, mais c'est souvent des investissements très lourds. Et enfin, n'y aurait-il pas une nécessité à avoir d'abord une économie d'énergie, et c'est celle qu'on ne dépense pas en quelque sorte, et ne pourrait-on pas à ce propos faire en sorte de rendre obligatoire l'isolation thermique de tous les logements destinés à la location? Voilà, Monsieur le Ministre, je voulais vous poser la question suivante, à savoir quelle politique le gouvernement entend-il mener dans les 15 ans à venir et pour développer les nouvelles énergies alternatives, et de ce côté-là, y a-t-il véritablement un avenir que le gouvernement peut nous garantir sur les 15 ans à venir? Merci. Monsieur le ministre Frédéric Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Fortassin, vous soulignez dans votre question un des inconvénients majeurs de l'éolien et du photovoltaïque puisqu'il s'agit de leur caractère intermittent. L'électricité produite par ces deux filières dépend en effet fortement des conditions météorologiques, parfois décorrélées à la demande en électricité. D'autres sources d'énergie renouvelable permettent toutefois de produire une électricité non intermittente à partir du biogaz, d'énergie hydraulique ou géothermique. Ces filières existent d'ores et déjà dans notre pays, ont vocation à être développées plus fortement. En particulier, le tarif d'achat de l'électricité produite à partir de biogaz sera revalorisé avant la fin du mois pour accompagner l'essor de la filière méthanisation. Malgré tout, il n'est aujourd'hui ni possible ni souhaitable que notre système électrique repose exclusivement sur les énergies renouvelables. Pour fonctionner correctement, le système doit en effet disposer de moyens de production à puissance garantie. D'une part, de moyens de production de base, c'est notre parc nucléaire. D'autre part, de moyens de production de semi-base et de pointe, plus flexibles. Il s'agit principalement de moyens de production hydrauliques, mais également de moyens de production thermiques, gaz et fioul, afin de répondre instantanément aux évolutions de la demande électrique, par exemple, lors des pics de consommation, le soir à 19 h, l'hiver par exemple. Les énergies renouvelables permettent de diversifier ce bouquet énergétique. Vous demandiez quelle est la stratégie. En voilà un certain nombre d'éléments. Elles contribuent, ces énergies renouvelables, à décarboner notre électricité, à développer des filières industrielles françaises qui ont vocation à rayonner à l'international. Je pense par exemple à l'éolien offshore, sur lequel, vous savez, le président de la République a annoncé un certain nombre de décisions importantes. Un appel d'offres de 3000 mégawatts de capacité installée doit être lancé en mai prochain sur un certain nombre de sites dans notre pays. Vous avez évoqué éthanol et biocarburants. Le risque de conflit alimentaire existe. C'est pourquoi le gouvernement met désormais le cap sur ceux de la deuxième génération qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentation. Et pour finir, sur l'isolation thermique, la nouvelle réglementation thermique pour les bâtiments est parue en 2011 pour application en 2012. Elle fixe un objectif qui est très ambitieux, 50 kWh par mètre carré par an. Voilà quelques éléments, je crois, précis qui répondent, Monsieur le sénateur, à votre question. Un mot de réplique, Monsieur Fortassin. Un mot. Écoutez avec attention, Monsieur le ministre, et son discours incantatoire, de grande qualité sur le plan sémantique. Pour autant, je ne suis pas extrêmement convaincu car je cherche vainement les lignes directrices. Le biogaz, très bien, mais est-ce que quelqu'un ici peut me dire ce que sera la production de biogaz dans une dizaine d'années? Quels seront les objectifs? Ensuite, pour me dire qu'effectivement, l'hydraulique répond par sa souplesse à un certain nombre d'exigences, cela nous le savions déjà, et à partir de là, c'est très agréable d'être ici, mais j'aurais pu à la limite me dispenser de poser la question. La parole est à Monsieur Alain Fouché pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je me réjouis que ce débat ait été mis en place car l'accident nucléaire intervenu au Japon suscite des interrogations tout à fait légitimes pour les Français.
Je tenais à rappeler que les règles relatives à la sûreté des centrales nucléaires sont différentes d'un pays à l'autre et surtout elles ne sont pas les mêmes en France, au Japon et aux États-Unis. Aussi, la sûreté de l'exploitation du parc nucléaire d'EDF fait l'objet de nombreux contrôles internes par EDF et externes par l'autorité de sûreté nucléaire. Des inspections sont menées sur les sites de façon programmée ou inopinée. En 2010, plus de 400 contrôles ont été réalisés. Suite à ces événements dramatiques, le gouvernement a demandé à l'ASN de réaliser une étude de la sûreté des installations nucléaires françaises au regard des principales causes de l'accident en cours, séisme, risque d'inondation, perte des alimentations électriques, ce dont nous nous réjouissons. Les résultats de cet audit seront connus d'ici la fin de l'année 2011 et pourront conduire à un plan d'action pour renforcer la sûreté de ces installations. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il est urgent de surseoir à la mise en place de la loi NOM et à l'arbitrage sur le prix de l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique vendue par EDF à ses concurrents, tant que l'on ne connaîtra pas les charges que cette entreprise aura à supporter pour la mise en place rapide de ce plan d'action. Monsieur le ministre Frédéric Lefebvre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Alain Fouché, la France a fait il y a un demi-siècle le choix du nucléaire pour la production d'électricité, un choix indissociable d'une exigence absolue en matière de sûreté nucléaire et de transparence. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire tout à l'heure en rappelant les décisions qui avaient été prises après l'accident de Fukushima. L'audit de sûreté des réacteurs français, en complément des démarches de sûreté déjà mises en œuvre par les exploitants nucléaires sous le contrôle de l'ASN, sont connus de tous. Je ne vais pas rappeler tous les points sur lesquels ils portent. Vous avez parfaitement entendu tout à l'heure quand j'ai rappelé chacun des sujets sur lesquels la vigilance doit s'opérer. Les audits seront menés de manière ouverte, transparente, je l'ai dit. Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire y contribuera. L'ASN rendra ses premières conclusions avant la fin de l'année 2011. Cette exigence de sûreté, ces travaux, évidemment, vous avez parfaitement posé le problème, peuvent amener à se poser des questions sur l'application ou non de la loi NOM. Mais la loi NOM prévoit que le prix de l'électricité nucléaire vendu par EDF à ses concurrents, le prix de l'Arenh, permettra de couvrir sur la durée les coûts de production de cette électricité, y compris les investissements d'extension de la durée de vie et les coûts de démantèlement. Il y a un audit qui est en cours. Il n'y a donc aujourd'hui aucune raison de suspendre cette loi. Éric Besson a d'ailleurs précisé hier qu'une réunion sera organisée rapidement autour du président de la République pour décider des modalités d'application de la loi compte tenu de cette situation. Un mot de réplique, Monsieur Fouché. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre conclusion parce que je souhaitais effectivement qu'on y revienne, mais je pense qu'il serait bienvenu pour éviter que nos installations nucléaires soient l'objet de critiques infondées, que vous continuiez à communiquer au mieux sur les règles qui régissent la sûreté nucléaire en France, son contrôle indépendant et surtout la spécificité française du rehaussement régulier du niveau d'exigence de sûreté imposé par la réglementation aux centrales existantes. Il s'agit notamment d'expliquer les modalités des visites décennales en rappelant les principes qui régissent le niveau d'exigence de sûreté appliqué aux centrales nucléaires françaises ainsi que son évolution dans le temps. En effet, certains pays, c'est le cas notamment des États-Unis, autorisent leurs centrales à fonctionner pour une certaine durée, 30 ou 40 ans, dans certains cas prolongent cette durée jusqu'à 60 ans, à la condition qu'elles satisfassent toujours aux exigences de sûreté fixées lors de leur construction. À l'inverse, en France, le contrôle décennal réalisé par l'ASN permet une réévaluation des exigences, autorisant ou non les centrales à poursuivre l'exploitation pour une nouvelle période de 10 ans. Je crois qu'il est important de rappeler tout cela. Merci. Monsieur Roland Courteau, pour le groupe socialiste. Oui, merci Madame la Présidente. Avec la dernière augmentation survenue le lendemain des élections cantonales, les tarifs gaz se sont envolés, plus 20% en un an et même plus 55% depuis la privatisation de Gaz de France. Dans le même temps, GDF Suez annonce un résultat net en hausse de 4,6 milliards d'euros, tandis que son conseil d'administration a pris la décision de proposer un dividende par action en augmentation. Heureux actionnaires, mais malheureux consommateurs.
Je pense plus particulièrement aux 3 millions de ménages qui sont aujourd'hui en situation de très grande précarité énergétique. Je pense également aux 300 000 ménages qui, durant cet hiver, n'ont pu se chauffer. Au total, voilà un sacré coup de canif au pouvoir d'achat, y compris pour celles et ceux qui ont investi dans les économies d'énergie. Fort heureusement, les élections présidentielles approchent et, miracle, des mesures sont annoncées, mais trop tard et trop insuffisamment. En fait, le gouvernement ne manque pas d'air. Il gèle le prix du gaz après l'avoir augmenté de 5% 4 jours avant et il annonce une révision de la formule de calcul du prix du gaz après l'avoir augmenté de 55% en 5 ans. Et tout ça après avoir laissé au groupe gazier toujours plus de lest pour proposer les tarifs à la crue. En fait, le prix de l'énergie semble n'être qu'une variable politique d'ajustement. Augmentation une fois les cantonales passées, promesse de baisse dans la perspective des présidentielles. Monsieur le ministre, GDF Suez a amélioré ses résultats de 600 millions en un an. Allez-vous donc proposer une baisse des tarifs? Allons-nous avoir plus de transparence dans les coûts d'approvisionnement de GDF? Allez-vous mettre le paquet en matière d'économie d'énergie? Bref, que comptez-vous faire contre la précarité énergétique? Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et j'espère que vous allez écouter ma réponse avec beaucoup d'attention. Parce que sur les questions de l'énergie, et notamment sur la question du gaz, vous savez, vous avez parlé à juste titre des tensions qu'il pouvait y avoir sur les prix des matières premières, vous avez parlé à juste titre des tensions qu'il pouvait y avoir sur les prix de l'énergie, et c'est justement la raison pour laquelle le gouvernement n'est pas resté inactif. Alors vous nous dites, c'est arrivé trop tard. Enfin, je vous rappelle notamment que le tarif social du gaz, c'est cette majorité qui l'a créé. Il n'existait pas avant. Il a été revalorisé, le rabais a été revalorisé de 20% par ce gouvernement. De la même façon que vous avez sans doute oublié de le rappeler, c'est pour ça que je veux donner les éléments précis, la suspension de l'application de la revalorisation en juillet 2011 pour recalculer le dispositif, cette suspension, elle permet d'éviter une augmentation des factures de 80 €. Ça n'est pas rien. J'ajoute que sur le gaz, vous savez, quand c'est difficile, qu'il y a un certain nombre de Françaises et de Français qui souffrent, loin de moi l'idée de dire que tout va bien. Mais il y a ceux qui critiquent en permanence et il y a ceux qui agissent. Et agir, je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais en même temps, vous savez, je crois que c'est ce qu'attendent nos compatriotes. J'ajoute que vous avez spécifiquement mis en cause GDF Suez. Et je veux quand même vous rappeler que ce n'est pas sur la branche énergie que GDF Suez dégage des résultats dans notre pays. J'ajoute enfin, concernant le gaz, que l'application de la formule tarifaire, j'en ai dit un mot tout à l'heure, avec cette hausse qui était normalement prévue de 7,5% en juillet, c'était 80 € supplémentaires, ça n'était pas acceptable. Et si nous avons suspendu l'application de cette formule pour renégocier le contrat de service public de GDF Suez, c'est parce que nous voulons inscrire dans la durée une réponse d'abord conjoncturelle, le rabais est augmenté pour les plus démunis, et une réponse ensuite structurelle, se mettre autour de la table pour trouver la bonne réponse sur cette question de l'énergie qui est une question essentielle pour nos compatriotes. J'aurai peut-être l'occasion d'ailleurs de parler du carburant, j'espère que vous allez m'interroger aussi sur cette question parce que l'énergie, c'est 8% des dépenses des ménages. Une réplique, Monsieur Courteau. Oui, Madame la Présidente. Oui, le gouvernement semble découvrir aujourd'hui que les fondamentaux de la formule de calcul sont à revoir. Ce n'est pourtant pas faute de le lui avoir dit et redit. Il vous faudra d'ailleurs, Monsieur le Ministre, surtout veiller à ce que le nouveau mécanisme ne consiste pas uniquement à répercuter les hausses du prix du gaz, mais permette aussi de répercuter les baisses. Par ailleurs, plus de transparence sur la réalité des coûts d'approvisionnement de GDF Suez ne gênerait pas. Quant aux tarifs sociaux que vous avez évoqués, le système est à repenser.
Les 2/3 des personnes en droit d'y prétendre n'en bénéficient pas. De même, le prix du baril peut certes peser, mais la libéralisation ubuesque que vous avez voulue n'a pas fini de faire des ravages. Enfin, merci de geler les prix du gaz en juillet. J'ai bien dit en juillet. Les gens pourront ainsi se chauffer fortement pendant tout l'été. Pendant tout l'été. Merci. Monsieur le sénateur Lefebvre. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est à Rozoy-Belleval, petite commune de 114 habitants de mon département de l'Aisne, que les sociétés Hess et Toréador ont l'ambition de démarrer la partie axonaise d'un projet de développement portant sur près de 800 km² d'exploitation d'huile de schiste. L'huile de schiste, mes chers collègues, est un hydrocarbure liquide non conventionnel, comme le gaz de schiste, que l'on obtient par l'emploi de la technique d'hydrofracturation. Celle-ci est consommatrice d'importantes quantités d'eau associée à des produits chimiques, provoquant des impacts sérieux par dissémination de ceux-ci dans les nappes phréatiques, comme cela a d'ailleurs été mis en évidence lors des exploitations réalisées aux États-Unis et au Canada. L'autorisation de recherche pour ce permis dit de Château-Thierry a été délivrée, à mon sens, dans une grande opacité. En septembre 2009, pour une durée de 5 ans, sans qu'aucune des communes concernées n'ait été seulement informée, ni même consultée, et encore moins associée. Je note cependant que c'est à la suite d'une question écrite que j'ai posée sur ce thème, publiée le 10 mars avec réponse parue le 7 avril, que soudain les présidents et conseillers des sociétés que j'ai précédemment citées se manifestent auprès de l'élu que je suis pour évoquer le calendrier et la technique utilisée. Les populations, mais aussi l'ensemble de la représentation nationale, s'inquiètent à juste titre des risques environnementaux et en matière de santé publique. Il suffit que de visionner l'impressionnant documentaire Gazland pour s'en convaincre, hélas. Il n'est pas non plus nécessaire d'énumérer ici les délibérations, décisions, motions, vœux, arrêtés pris par les collectivités concernées. Dans sa réponse à ma question écrite, le ministère informe qu'après une réunion avec les industriels concernés le 10 février dernier, il a été décidé conjointement, je cite, pour les huiles, de différer le forage des puits après la remise du rapport d'étape et de n'entreprendre aucune fracturation hydraulique avant que les conclusions du rapport final de la mission précitée ne soient tirées. À l'heure où le prix du gaz, du fait entre autres de notre dépendance vis-à-vis des pays fournisseurs, est trop élevé, à l'heure où le prix du baril de pétrole remonte sensiblement à ce que l'on peut noter le litre de sans-plomb 98 à près de 1,80 €, il peut paraître néanmoins légitime de s'intéresser à l'exploitation de ces gaz et huiles non conventionnels que la France tient enfermés dans ses sous-sols. Et nous pourrions agir efficacement et durablement sur les prix de cette énergie dont les besoins mondiaux vont croissant. À quelques jours de la publication du rapport d'étape prévu ce 15 avril de la mission d'inspection du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, également du Conseil général de l'environnement et du développement durable sur les hydrocarbures de Rochemer, je souhaite, Monsieur le Ministre, que vous rassuriez les populations et les élus quant à la totale transparence dont fera part le gouvernement tant sur le potentiel énergétique lié à ces réserves que sur les techniques d'extraction, les aspects économiques, sanitaires et environnementaux. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Lefebvre, les hydrocarbures de gaz et huile de schiste sont piégés dans une roche imperméable. Il s'agit de produits dont l'exploitation suppose des techniques non conventionnelles pour stimuler la roche. Alors on parle de facturation hydraulique pour désigner ces techniques qui reposent sur l'injection d'eau, de sable et de produits chimiques. Vous vous êtes ému et vous l'avez rappelé à l'occasion d'une question écrite, vous avez soulevé la position qui avait été prise par le gouvernement. Je veux quand même, compte tenu de la conclusion de votre question, puisque vous soulignez l'intérêt qu'il y a à étudier cette question dans le détail pour voir si c'est une opportunité ou pas, vous rappelez qu'effectivement, à la différence des États-Unis, il n'y a pas aujourd'hui en France ou en Europe d'exploitation de gaz de schiste, mais l'essor tout particulier qu'il a eu aux États-Unis font que ce pays n'est plus importateur de gaz naturel. Donc évidemment, que le gouvernement se pose la question, ça me paraît la moindre des choses. Il existe en revanche 3 permis d'exploration qui peuvent donner lieu à des travaux d'exploration qui suscitent des interrogations, vous l'avez très bien dit. C'est pour ça qu'il y a eu le 4 février dernier la mise en place de cette mission interministérielle pour éclairer le gouvernement et les élus sur l'ensemble des enjeux liés au gaz et huile de schiste. Le rapport d'étape sera remis dans quelques jours. Ça permettra d'y voir plus clair.
En parallèle, la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale a confié le 2 mars un rapport d'information aux députés François-Michel Gonod et Philippe Martin. À l'occasion du lancement de la mission, le gouvernement a réuni le 10 février les industriels titulaires de permis d'exploration qui ont, vous l'avez évoqué, accepté de n'effectuer aucun forage mettant en œuvre des techniques non conventionnelles. Mais il faut la transparence. Vous avez raison. C'est pourquoi le gouvernement a accepté la demande d'un examen en procédure accélérée de la proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par Christian Jacob, député de Seine-et-Marne. Et la discussion aura lieu le 10 mai. Ces débats permettront d'éclairer la représentation nationale et permettront de donner toute la transparence que vous réclamiez à l'instant dans votre question. Une réplique, monsieur le sénateur Lefebvre. Oui, merci Monsieur le ministre pour cette réponse. Il semble effectivement que la transparence soit de mise. Plusieurs propositions de loi des collègues députés et sénateurs vont d'ailleurs sur le même sujet, donc nous serons attentifs aux différentes conclusions. Merci. Merci. Monsieur Raoul pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, la catastrophe de Fukushima soulève évidemment de nombreuses interrogations sur notre politique énergétique. Celle-ci mériterait qu'on y consacre plus que les 3/4 d'heure dédiés à cette séance de questions cribles aux réponses quelque peu candides, car ce sont les fondements mêmes de cette politique qu'il nous faut revoir aujourd'hui. En effet, la dérégulation du secteur énergétique, que ce soit pour l'électricité ou le gaz, met à mal notre souveraineté puisqu'elle contribue au désarmement énergétique de la France. Notre indépendance nationale, qui était le centre de gravité de notre politique énergétique, n'est plus d'actualité puisque l'État se défait de ses leviers d'action, et en particulier dans le cadre de la loi NOM. Ce alors même que le drame que connaît le Japon devrait inciter le gouvernement actuel à plus de prudence. Par ailleurs, il est ingénu de croire que nous pourrions avoir une politique industrielle sans politique énergétique. Et d'ailleurs, la privatisation d'EDF va bien à contresens des défis actuels et à venir. La politique énergétique garantissait aux particuliers, aux entreprises, une électricité 30% moins chère que dans le reste de l'Europe. Ce ne sera plus le cas avec la dérégulation. En plus d'une augmentation continue des loyers, les ménages vont donc avoir à faire face à celle de leur facture énergétique, comme ceci a été évoqué tout à l'heure. La décision de fixer l'Arenh à un prix entre 38 et 42 euros par mégawatt va conforter cette tendance. Par ailleurs, la catastrophe va induire un coût supplémentaire découlant d'une demande légitime de plus de sûreté des centrales nucléaires. Dès lors, Monsieur le ministre, nous souhaiterions savoir quelle est la part du coût de la sûreté des centrales nucléaires dans le coût total de production, comment va-t-elle évoluer dans l'Arenh et donc pour le consommateur. Il faudrait donc, pour le moins, avec des réponses à ces questions, surseoir à l'application de la loi NOM. Peut-on confier encore la sûreté et la gestion des centrales nucléaires à du privé et à des sous-traitants? Enfin, quelle est la ligne générale de votre politique énergétique pour les années à venir? Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, sur cette question de l'énergie, vous avez souhaité élargir le débat. Le pétrole, c'est 45% de la consommation énergétique de la France, 20 points de moins qu'en 1973, 80% de la consommation électrique est d'origine nucléaire. Sortir du nucléaire, ce serait multiplier par 2 le prix de notre électricité pour le consommateur. Et j'imagine que ça n'est pas, évidemment, ce que vous entendiez proposer à travers la question que vous avez posée. Mais la France a aujourd'hui largement diversifié son mix énergétique, elle a réduit sa dépendance, et l'énergie, vous avez raison de le souligner, vous l'avez en tout cas évoqué, n'est pas un secteur comme les autres. C'est pour ça que le gouvernement met en place une régulation stricte, avec des obligations d'ailleurs européennes, vous le savez, la loi NOM, mais avec aussi les tarifs sociaux, qui sont des initiatives, je vous rappelle, qui ont été prises par cette majorité, qui ne l'avait pas été auparavant, qui ne l'avait pas été par le passé. Or, la sûreté ne peut être isolée, vous l'avez dit,
L'audit est en cours, mais je réponds parfaitement aux questions posées. Et vous aurez l'occasion, vous avez un avantage sur moi, c'est que vous pourrez à nouveau me répondre. Vous avez, et j'ai apprécié citer Voltaire à 2 reprises dans votre question, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de dire tout à l'heure à vos collègues à l'Assemblée que ce lapsus que j'ai pu faire a un mérite, c'est que vous vous souvenez peut-être que dans Zadig, c'est l'ange Jesrad qu'il disait « Il n'y a point de mal dont ne naisse un bien ». Or le bien, c'est que dans cet hémicycle, vous parlez de Voltaire aujourd'hui, dois-je vous rappeler que Voltaire, c'était la tolérance incarnée. Et je pense que ça peut être utile à certains, à un moment où, je le redis, le gouvernement et la majorité sont engagés dans une politique en matière énergétique qui à la fois préserve l'indépendance énergétique de la France et en même temps protège les consommateurs, les plus fragiles d'entre eux, avec les tarifs sociaux, mais aussi avec les décisions de suspension, notamment que j'ai rappelé tout à l'heure, l'ensemble des consommateurs. Monsieur Raoul, un mot de réplique. Monsieur le ministre, il ne m'a pas échappé que Zadig n'était pas l'anagramme d'un gaz. Et donc, simplement, j'attendais des réponses concernant en particulier l'application de la loi NOM et en fonction du prix de l'Arenh et quelles étaient les conséquences pour les consommateurs, mais aussi pour notre industrie, je vous le rappelle, qui bénéficiait certes d'un avantage concurrentiel par rapport à nos voisins et en particulier les électro-intensifs. Alors, la deuxième question qui était posée, c'était celle de la sûreté de nos centrales nucléaires. Est-ce qu'on peut la confier à la fois la construction, la gestion et à des privés et à des sous-traitants de nos industriels, même nationalisés? Ça pose réellement des problèmes, mais vous devriez tenir compte des expériences de TEPCO au Japon. Merci. Monsieur Didier Guillaume pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous le savons vraiment, la problématique de l'énergie est au cœur de la réflexion de notre société et de nos concitoyens. L'immense mobilisation pour le sommet de Copenhague, l'ensemble des associations, tous nos concitoyens étaient mobilisés pour dire ensemble il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce sommet de Copenhague a été une réussite citoyenne, ça a été un fiasco politique. Aujourd'hui, le prix du litre d'essence augmente de plus en plus et, Monsieur le Ministre, non, nos concitoyens ne peuvent plus payer des sommes aussi importantes pour se déplacer, comme ils ne peuvent plus payer des sommes aussi importantes pour les charges, pour l'isolation de leur logement. Les accidents pétroliers, comme cela s'est passé au golfe du Mexique avec la marée noire, ou les accidents nucléaires, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima, nous montrent qu'il faut que la protection soit la plus forte possible. Et puis, nos concitoyens sont intéressés aussi à l'immense mobilisation qu'il y a eu contre les explorations et l'exploitation du gaz de schiste, a fait reculer le gouvernement, et cette mobilisation a vraiment été quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons une priorité, c'est celle de réduire notre consommation énergétique, car la meilleure des énergies est celle que l'on ne consomme pas. Les énergies renouvelables sont-elles toujours une priorité pour le gouvernement? Où en est-on du Grenelle de l'environnement si l'on en croit les déclarations des membres de la majorité? La question tout à l'heure sur le photovoltaïque était forte, la mise à mal de beaucoup de porteurs de projets. Alors que la part des énergies renouvelables doit augmenter dans le bouquet énergétique, qu'en est-il aujourd'hui, Monsieur le Ministre, du nucléaire? Après Fukushima, rien ne sera plus comme avant. Il ne faut ni attiser les peurs, ni être derrière tel lobby, le lobby anti ou le lobby pro. Les Français sont échaudés. On ne leur a pas dit la vérité en 86, quand le nuage de Tchernobyl a fait demi-tour à la frontière. Sur le nucléaire, il est nécessaire de s'affranchir d'une vision simpliste et manichéenne. Le nucléaire est l'une des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Il permet la réduction du gaz à effet de serre. Par contre, il ne tolère pas les approximations et les incertitudes. Oui, il faudra que, dans notre bouquet énergétique, la part du nucléaire diminue au profit des énergies renouvelables. Alors, Monsieur le Ministre, quelles sont les orientations du gouvernement sur notre mix énergétique? Et êtes-vous favorable à un grand débat sur l'énergie en France? Il faut que l'ensemble de la société s'empare de ce débat pour l'avenir de la planète. Merci. Monsieur le Ministre.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Guillaume. Un grand débat sur l'énergie. Je crois que chaque jour depuis des semaines, et je pense que tout ce que j'ai annoncé tout à l'heure, toutes les initiatives tant parlementaires que gouvernementales montrent à quel point dans ce pays on débat, et c'est bien, de la question de l'énergie. Vous avez évoqué Copenhague. Les émissions de gaz à effet de serre en France sont moindres que dans la plupart des pays industrialisés, grâce justement à ce mix énergétique sur lequel vous avez bien voulu terminer votre question. Pour ce qui concerne du carburant, c'est un des points que vous avez soulevé dans votre question. Le gouvernement, j'étais avec Christine Lagarde le 9 mars dernier sur le terrain pour renforcer et annoncer des mesures sur le contrôle et la transparence. L'Observatoire des prix et des marges du carburant et du fioul, c'est nouveau, ce qui nous permet d'ailleurs de voir que les professionnels ont strictement respecté leurs engagements, c'est-à-dire de ne pas répercuter à la hausse, en tout cas toutes les augmentations qui étaient les augmentations du brut, premièrement. Deuxièmement, la revalorisation de 4,6% du barème kilométrique. C'est une décision que le gouvernement a prise, que le Premier ministre a annoncée, que nous assumons, qui est une mesure ciblée en direction des Français qui travaillent et qui roulent. 5 millions de salariés, 95% d'entre eux sont modestes, puisqu'ils sont en dessous de la deuxième tranche du barème de l'IRPP, 600 000 commerçants et artisans, 500 000 professions libérales. Je crois qu'il est indispensable de prendre ce type de mesures ciblées. Et le fait qu'il y ait une contribution qui ait été décidée de 115 millions d'euros des professionnels me paraît une mesure à la fois juste et efficace. Par ailleurs, sur la question de la rénovation thermique des logements, le programme Habiter mieux de l'ANA, cette contribution est portée à 250 millions d'euros. Là aussi, c'était une de vos questions précises. Ça va permettre d'atteindre un financement total de 1,35 milliard d'euros, plus de 300 000 foyers précaires qui vont bénéficier de cette mesure. Et puis pour terminer, et j'en profite d'ailleurs pour répondre par là même à Monsieur Raoul, qui posait finalement dans sa réponse à ma réponse la même question que vous sur Fukushima. Moi, je veux vous dire, je l'ai dit tout à l'heure au groupe communiste qui posait la question, je l'ai dit tout à l'heure au groupe UMP qui posait la question, le gouvernement l'a montré, la réponse a été immédiate, l'audit, la transparence et la sécurité, c'est ce que nous devons à nos concitoyens. Et nous serons au rendez-vous de la transparence. J'espère que les uns et les autres, vous serez au rendez-vous de ce débat aussi, avec l'esprit de tolérance que j'appelais de mes vœux tout à l'heure. Monsieur Guillaume, un mot de réplique. Monsieur le ministre, le grand débat que nous appelons de nos vœux fait tout simplement suite au fait que le sondage de la semaine dernière indique que 6 Français sur 10 sont mal informés de la situation de l'énergie et du nucléaire en France. Et le débat ne doit pas être confiné dans des cercles de gens qui savent, mais doit être mis sur la place publique avec les associations, les élus locaux, les industriels, Areva, EDF et l'ensemble de celles et ceux qui veulent dire quelque chose sur le sujet. Et ma question était la suivante. Ce débat citoyen que nous appelons de nos vœux, il est là pour crédibiliser la démarche du gouvernement. Les Français ne veulent plus de ces discours manichéens dont on ne sait pas si ces discours tiennent de la vérité ou tiennent de l'enfumage. Et tout simplement, ce débat public servirait à la crédibilité de l'ensemble des acteurs. Et enfin, ma question précise sur quelle vision avez-vous de notre bouquet énergétique, de notre mix énergétique? Vous n'y avez pas répondu. Faut-il, oui ou non, continuer dans le tout nucléaire, réduire la part du nucléaire, faire augmenter les énergies renouvelables? Je pense que cette question-là, les citoyens s'en saisiront dans les prochaines échéances. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons suspendre la séance. Elle sera reprise à 18 h et se poursuivra le soir avec l'ordre du jour suivant.
Voilà pour cette séance de questions cribles thématiques consacrée aujourd'hui aux problèmes énergétiques. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Cet après-midi, la séance continue sur Public Sénat car les sénateurs ont entamé aujourd'hui en seconde lecture le projet de loi immigration, intégration et nationalité. À mes côtés pour en parler, Jacqueline Gouraud, bonjour, sénatrice Union centriste de Loir-et-Cher. Alors ce matin, Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, a confirmé qu'il voulait réduire l'immigration légale. C'est la première fois depuis l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 que ce thème est abordé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas le sujet de la loi dont nous discutons, mais naturellement c'est un sujet très important. Et j'ai noté d'ailleurs que la ministre, Madame Lagarde, disait strictement le contraire. Donc je pense qu'il va falloir que les ministres accordent leur violon. Mais une immigration légale, c'est une immigration qui est contrôlée quantitativement, si je puis dire. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, la France n'a pas pâti de l'intégration de populations dans la société française. Au contraire, elle s'en est enrichie. Donc je pense qu'il va falloir que le gouvernement réfléchisse à ce qu'il veut réellement. En tout cas, autant je crois les Français sont sensibles au fait d'être un peu fermes sur le fait de l'immigration ou contre l'immigration illégale, autant je pense que les Français sont attachés à ce que la France soit la patrie du droit en général et de l'accueil en particulier. Alors, autre annonce faite par Claude Guéant, il s'agit de la connaissance du français. Il a indiqué avoir écrit au Premier ministre François Fillon pour que l'exigence du niveau de connaissance en français soit relevée quand on demande une naturalisation. Est-ce que c'est une condition nécessaire aujourd'hui, cette bonne connaissance du français pour obtenir la nationalité française? D'abord, tout ça, c'est à peu près des effets d'annonce parce que déjà, moi je suis maire, je sais très bien de quoi il s'agit. Quand il y a une demande de nationalité ou une demande de carte de séjour, eh bien, vous avez l'obligation, quand vous êtes maire, de recevoir celui qui demande. Et parmi les critères qui nous sont demandés, c'est l'appréciation si cette personne parle le français. Et donc, c'est déjà quelque chose qui existe. Alors après, je dirais, est-ce que c'est un critère d'intégration? Évidemment, quelqu'un qui parle français, c'est plus facile de s'intégrer rapidement. Mais en même temps, j'ai souvenir... Mais jusqu'où il faut aller alors? Écoutez, moi j'ai souvenir... Quel degré de connaissance du français? Écoutez, j'ai souvenir, j'étais prof aussi dans ma vie antérieure, j'ai souvenir au moment des boat people, c'est-à-dire à la fin des années 70, l'accueil dans l'école où j'enseignais d'un certain nombre d'enfants qui venaient du Cambodge ou du Vietnam. Ils ne parlaient pas un mot de français. Parce que les jeunes générations, dans ce qu'on appelait autrefois l'Indochine, ne parlent plus le français. Les vieux, oui, mais plus les jeunes. Cette capacité qu'ils avaient à s'adapter, à apprendre le français en quelques mois, et d'ailleurs à être souvent les premiers de la classe, montre que ça ne peut pas être un critère, je dirais, d'empêchement de devenir français. Alors, autre disposition sur laquelle les sénateurs de la commission des lois, dont vous faites partie, est revenus donc en commission, il s'agit de l'acquisition de la nationalité française. Il y avait une disposition votée par l'Assemblée nationale qui prévoyait que les jeunes nés en France de parents étrangers devaient formuler la demande à leur majorité pour obtenir cette nationalité. Vous avez dénoncé une remise en cause du droit du sol. Est-ce que vous avez la crainte que cette disposition soit retoquée en séance? Eh bien, j'espère que non, et j'espère que le gouvernement aura la sagesse de ne pas revenir sur cette décision qu'a prise la commission des lois. Je veux dire, c'est une tradition française. Ça existe depuis 1889 dans notre droit français. Et si on interrogeait beaucoup de nos responsables politiques, qui sont eux-mêmes souvent venant de familles italiennes, hongroise, pourquoi pas, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont acquis la nationalité française comme cela. Et je trouve que ça serait absolument incroyable de revenir sur quelque chose qui ne pose aucun problème, sur quelque chose qui a permis tout simplement à des enfants, à des jeunes qui sont nés en France et qui vivent tout le temps en France, de devenir, comment dire, naturellement français.
Une dernière question, Jacqueline Gouraud. Il y a de nombreux points de désaccord entre l'Assemblée et le Sénat à l'occasion de cette seconde lecture, notamment en ce qui concerne le droit au séjour médical pour les étrangers, la procédure d'expulsion. Est-ce que vous pensez au final que ce texte va pouvoir être potentiellement voté par les centristes ? On verra bien, on verra. On ne peut pas dire avant, n'est-ce pas, comment on va voter. Simplement, je voudrais, à cette occasion, à cette constatation que vous faites, répondre par, je dirais, une remarque qui est la nécessité du pluralisme. Parce que quand un parti, n'est-ce pas, contrôle tout dans une assemblée, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est l'UMP, ça a été autrefois le PS, ça peut redevenir un autre parti demain matin. Le système électoral tel qu'il est fait qu'un parti peut avoir une majorité absolue, ce qui n'est pas le cas au Sénat. Et je crois que la démocratie se porte mieux. La preuve en est des décisions beaucoup plus équilibrées que nous prenons ici. Merci Jacqueline Gouraud d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose donc à présent de suivre le début de la discussion générale qui s'est tenue au Sénat en début d'après-midi. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion